Tu vas avoir par exemple un acteur comme Ares. Dans l'immobilier, il pèse 40 milliards. Généralement, c'est des experts de la dette privée. C'est les experts mondiaux numéro 1 de la dette privée. Sur l'immobilier, ils pèsent 40 milliards. Et sur un fonds de 2 milliards, ils vont réaliser une dizaine d'opérations tout au plus. Donc, c'est des opérations à 100 millions et plus. Leur dernière acquisition à Ares, c'était un portefeuille d'hôtels à Londres et à côté de Londres pour un demi-milliard. Bienvenue sur FinScale, l'émission qui vous plonge au cœur de la transformation de la finance. Solène Niederkorn et ses invités explorent chaque semaine les initiatives qui façonnent l'avenir de l'industrie. Bonne écoute à toutes et à tous. Bonjour à tous, ravi de vous accueillir pour un nouvel épisode de FinScale avec un super invité qui va nous parler d'immobilier dans le cadre du Private Equity, Nadim Takchi. Salut Nadim. Salut Solène, merci de m'accueillir sur ce podcast. Oui, et puis alors, hyper heureuse. Je peux remercier Adrien Chaltiel qui a eu la gentillesse de nous présenter il y a quelques mois. Donc, si tu nous écoutes, Adrien, un grand merci parce que c'était une super découverte et des sujets que j'étais hyper impatiente de creuser avec toi, Nadim, parce que quand on s'en est parlé au cours de cet événement, j'ai appris plein de choses. Donc, hâte que tu nous racontes tout ça. Est-ce que tu pourrais, s'il te plaît, commencer par un petit peu nous raconter ton parcours qui est assez... très riche avec des expériences plus corporate et entrepreneuriales. Oui, avec plaisir. On va essayer de faire ça rapidement. Donc moi, j'ai 15 années d'expérience dans l'immobilier, l'entrepreneuriat, la finance. Donc j'ai commencé dans un fonds d'investissement spécialisé dans l'immobilier, avant de très rapidement cofonder la première boîte qui s'appelait Crédit.fr, qui était devenue numéro 2 du prêt participatif aux PME et qu'on a revendu à Tikehau Capital en 2017. Derrière, j'ai travaillé dans la blockchain pendant quelques années, sur de l'application, sur des softwares d'optimisation de KYC, d'onboarding au niveau gouvernemental. Donc, on travaille avec des pays comme le Luxembourg, la Belgique, Bahreïn, Hong Kong, et on avait notamment PayPal parmi les actionnaires de référence au capital. La boîte a été revendue en 2020, et c'est à ce moment-là que j'ai été mandaté par la Banque centrale du Liban, donc d'où je suis originaire, pour monter une plateforme et un fonds de trade finance pour venir en aide aux industriels libanais dans le cadre d'import de matières premières, puisque le gouvernement et les banques étaient en faillite, sont toujours en faillite, et donc l'idée était de monter un fonds donc sur lequel on a levé un peu moins de 200 millions de dollars en quelques mois pour lancer tout ça. Je suis sorti de l'opérationnel sur ce projet-là en fin 2020, début 2021, pour m'associer avec Yazid Aksas, qui lui est serial entrepreneur, qui a passé 14 ans aux États-Unis, pour s'associer dans l'objectif en fait de rendre l'immobilier au sens large accessible. Donc, on a lancé en 2022 une première solution qui s'appelle le livret P, donc qui est un livret d'épargne immobilière. C'est une application mobile qui va te permettre en B2C, qui va te permettre en fait d'épargner à partir de 100 euros sans frais. Tu as un rendement qui varie entre 4 et 6% et tu peux récupérer tes fonds à tout moment. Et donc ça, c'est basé sur l'immobilier. Ça a très bien marché puisqu'on a aujourd'hui un peu plus de 20 000 clients. Sans dépenses marketing, ça s'est fait vraiment de manière très organique, et c'est une solution qui tourne toujours, qu'on gère toujours en parallèle. Donc l'objectif étant de pouvoir combiner la simplicité et la liquidité du livret A à la performance et la solidité de l'immobilier. Et dernièrement, donc ces 18 derniers mois, on a quand même pas mal bossé sur la mise en place d'une nouvelle plateforme qui s'appelle Openstone, dont l'objectif est de pouvoir donner accès aux fonds internationaux des plus grands gérants mondiaux du private equity immobilier. Donc des fonds qui sont habituellement réservés à des investisseurs institutionnels, des très grandes fortunes, et qu'on veut rendre accessibles aux investisseurs privés. Ouais. Donc on a, sans forcément trop rentrer dans le détail tout de suite, on en parlera j'imagine en fin d'épisode, mais on a grosso modo noué des partenariats avec le top 5 mondial des gérants de l'immobilier, donc des sociétés comme BlackRock, EQT, Carlyle, Ares, dont les tickets d'entrée sont entre 10 et 20 millions, et qu'on va rendre accessibles à des montants bien plus bas, en passant par des partenaires, des gros cabinets de conseillers en gestion patrimoine, des family office, des banques privées et autres. Ouais. La retailisation, démocratisation de ces classes d'actifs. Je suis assez fan. J'aimerais quand même revenir sur cette expérience que tu as eue parce qu'elle est hyper riche. Si tu avais quand même 2-3 moments sur ces 15 dernières années qui t'ont particulièrement marqué, je dirais peut-être des fails ou un écosystème, parce que tu as travaillé avec l'écosystème libanais notamment et dans un contexte qui est quand même assez compliqué. Est-ce que tu as quelques moments dont tu te souviens et que tu aimerais partager avec nous? Alors il y en a plein là, donc là en sélectionner là comme ça, c'est
pas simple. En parlant de l'écosystème un peu libanais, en fait, que ce soit avec Crédit.fr, avec Cambridge Blockchain et avec Cedar Oxygen, donc le projet libanais, du coup, en fait, j'ai travaillé dans 3 environnements très différents. Un premier environnement franco-français. On travaille avec des PME françaises qu'on voulait financer, donc du coup, on essaie de trouver, on essaie de rendre ce qui était à l'époque, en tout cas, quelque chose d'innovant, de nouveau, en 2014-2015. On voulait rendre cela accessible au marché français. Donc ça, c'était vraiment, derrière, ça me permettait aussi de découvrir un peu ce marché-là, vu que c'était ma première expérience dans le monde de la fintech en France. Et très rapidement, en fait, le projet Cambridge Blockchain, c'était un projet qui était basé entre Boston, donc aux États-Unis, et Paris, avec un développement international. Et donc là, systématiquement, on a des nouvelles cultures, il faut s'adapter. Parler au gouvernement luxembourgeois, c'est pas du tout la même chose que parler aux gens à Bahreïn, et encore moins à Hong Kong. Donc à chaque fois, voilà, c'est une adaptation et à une façon de travailler, à des concepts qui nous sont peut-être un peu différents de ce avec quoi on a l'habitude aujourd'hui. Et enfin le projet libanais aussi qui était à part entière. C'était de très loin le projet le plus dur, à tout niveau, puisqu'on avait une entité, enfin, géopolitique. Il y avait un accès géopolitique, social à prendre en compte et qui n'était pas du tout simple. Et donc il fallait, en fait, on avait des pressions qui venaient de partout et c'était un projet avec lequel le gouverneur de la Banque centrale avait mis beaucoup de pression pour le faire sortir très rapidement, bien en dessous des délais habituels. Donc en 5 mois, on avait déjà la plateforme et le fonds, tout était lancé alors que c'était très compliqué. Alors généralement, ça prend 12-15 mois à mettre en place. Donc heureusement qu'il y avait le Covid d'une certaine manière, parce qu'on a travaillé 7 jours sur 7, 15-16 heures par jour. Wow. C'était très très dur. Et si tu veux, pendant les 3 premiers mois, j'étais l'expert trade finance de la boîte, sachant que au moment où je me lançais là-dedans, je ne savais pas ce que c'était trade finance. Donc j'apprenais ce que c'était une lettre de crédit. Donc autant dire, c'était un peu un enfer. Je me revois encore à bosser jusqu'à 3 heures du mat sur Wikipédia. Donc vraiment la base de la base pour apprendre le trade finance, parce que le lendemain à 9h30, j'avais rendez-vous avec 12 banquiers libanais qui avaient 20-30 ans d'expérience dans le domaine pour parler du projet. Et autant te dire que j'ai tenu 5-10 minutes et après j'étais là, bon, on va revenir vers vous. On va regarder ça en interne et on reviendra vers vous. Oui, j'ai fait un épisode sur la lettre de crédit l'année dernière et je dois reconnaître que j'ai quand même dû faire comme toi. Le sujet avant et j'ai découvert que je ne savais absolument rien, donc j'ai appris énormément de choses au cours de cet épisode et en fait c'est terrible parce que ça m'a rendu encore plus je dirais sensible au fait que même après l'épisode je me rendais compte que c'était un marché hyper opaque. Très opaque. On a mis 3 mois avant de trouver un expert. On a pris un gars de 55 ans des États-Unis qui avait 25 ans d'expérience, que j'ai ramené à Paris, que j'ai ramené en France, Mark Smith, pour venir être le CIO et apporter vraiment cette expertise qu'on n'avait pas et en fait j'avais d'ailleurs dit que j'étais pas forcément la personne la plus à même pour ce projet et en fait on a insisté parce qu'initialement c'était censé être un projet proche de ce qu'on avait fait avec Crédit.fr et plus je rentrais dedans et plus j'étais là en fait c'est beaucoup plus gros, c'est très différent. Bon voilà, donc petite parenthèse. Hyper intéressant. Alors la démocratisation du non-coté, de tous ces actifs alternatifs, je l'ai couvert avec plusieurs aspects, côté private equity pur, donc des investissements dans des boîtes plus matures. Je l'ai traité aussi au travers de Andera Partners, qui est un fonds et avec un Smart Infra, qui est un impact et je trouvais intéressant parce que eux ils ont donné accès aux clients de CIC de mémoire, donc du client plus high net worth, mais quand même pas du client institutionnel. Et en fait, à chaque fois que j'ai fait ces épisodes-là, je me suis intéressée au type d'investissement sous-jacent. Et dans le cadre du private equity immobilier, je suis hyper intéressée que tu nous en dises davantage, que tu nous expliques en fait ce qu'il y a derrière. Quand on en avait parlé le mois dernier, j'étais assez surprise de savoir typiquement que EQT était un très très gros investisseur immobilier dans des hangars et j'en avais absolument pas idée.
Ouais, logistique. Est-ce que tu pourrais nous dresser une sorte d'aperçu de ces acteurs un peu de l'ombre dont on n'entend pas trop parler et qui ont des détentions mais massives en immobilier, juste pour qu'on se rende compte. Oui, avec plaisir. Donc c'est vrai qu'il y a, tu le disais, hein, il y a grosso modo 4 grandes familles de private assets. On a le private equity avec du buyout, capital investissement, capital risque, etc. On a de la dette privée. On a les fonds d'infra, donc tu parlais d'Andera entre autres. Et puis on a donc l'IMO. Et donc sur la partie private equity immobilier, on entend souvent en France quelques sociétés de gestion qui disent oui, on fait du private equity IMO, donc on investit sur des opérations un peu marchand de biens, etc. Bon, nous on a pris le choix de sélectionner en fait les fonds qui ne sont pas accessibles sur le marché français, qui sont généralement réservés vraiment à une élite, et les rendre accessibles puisque on est sur un niveau, hein, je l'ai découvert au fur et à mesure des rendez-vous que j'ai fait avec les gérants, j'ai rarement été aussi impressionné par le niveau de professionnalisme. C'est des gérants qui sont obnubilés par l'optimisation, la maximisation du TRI, et donc en fait l'optimisation du cash management. Entre le moment où ils reçoivent l'argent et ils l'investissent, généralement en fait ils ont déjà investi avant de recevoir l'argent, pour pouvoir être systématiquement dans cette optique de maximisation. Parce que nous, on va donner accès à ces fonds-là à partir de, admettons, 100 000 euros. Donc un client qui met 100 000 euros et qui va avoir 15% de rendement au lieu de 16, en soi, il sera très content. Ça changera pas sa vie particulièrement, et il sera très content quoi qu'il arrive. Par contre, ces gérants-là travaillent avec quelques dizaines de clients, où on a généralement un re-up, donc un réinvestissement de millésime en millésime qui est de 85%. Mm-hmm. Et donc c'est des fonds de pension ou des fonds de pays qui vont investir des centaines de millions. Et donc quand, par exemple, le fonds de pension de New York qui a mis 300 millions sur le fonds d'Ares actuel, sur lequel nous on est investi, la différence entre 15 et 15,1, elle est conséquente. Et donc voilà, il y a déjà cette recherche systématique d'optimisation de tout cela. Et donc c'est des acteurs de Londres par rapport à nous, puisqu'ils travaillent avec un certain nombre de clients qui est limité. Ils n'ont pas forcément besoin, a priori, d'aller sur le retail, même s'ils s'intéressent de plus en plus parce qu'ils veulent diversifier les sources de collecte. Et donc, ils travaillent avec des acteurs comme nous, justement, pour le faire. On est les seuls aujourd'hui à travailler sur le private equity immobilier. En tout cas, avec ce type d'acteurs internationaux, où on restera sur le top 10. Et avant de parler d'EQT, parce que je pense que c'est un très bel exemple, EQT, mais il y en a d'autres, comme BlackRock notamment. Nous, notre objectif, c'est aussi d'aller sélectionner des petites pépites aux États-Unis qui ne sont pas connues du marché français du tout, des Kennedy Wilson, des Davidson Kettner, donc des boutiques qui pèsent entre 30 et 50 milliards et qui sont spécialistes. Voilà, c'est des petites boutiques qui sont spécialistes de ça, mais c'est des boutiques comparées à un BlackRock qui pèse 11 500 milliards, par exemple. Ouais. Voilà, donc, mais voilà, ça reste des experts là-dessus. On va être sur des fonds, ou en tout cas des gérants qui ont des track records sur les fonds immobiliers qui sont supérieurs à 20% net sur des durées de 20-30 ans. Donc qui ont passé plusieurs cycles immobiliers, même des cycles baissiers où ils vont surperformer le marché. Mm-hmm. Et dans les cycles haussiers, ils surperforment également le marché. Donc on a l'exemple d'EQT qui fait de l'infra, qui sont assez connus pour l'infra d'ailleurs, ils sont plutôt bons dans l'infra, mais qui sont les experts mondiaux de la logistique. Petit exemple sur EQT. Donc, EQT pèse 230 milliards à peu près sous gestion et la partie IMO, c'est 30 et quelques. EQT a lancé au total 17 fonds en 30 ans, ce qui est déjà assez considérable, sachant que c'est des fonds, des millésimes qui sont lancés tous les 3 ans, je pense, 3 à 4 ans. Ils ont un TRI moyen de 23%. Donc, c'est-à-dire 23% de rendement annualisé sur l'ensemble de ces fonds. C'est dingue. C'est absolument incroyable. Ils détiennent 40 millions de mètres carrés, donc sous gestion. Et pendant longtemps, j'en parlais avec des partenaires, je leur disais 40 millions. Et puis je me suis dit, mais en fait, je ne sais même pas ce que ça veut dire 40 millions. Je n'ai aucune idée, en fait, j'arrive pas à l'imaginer. Donc j'ai regardé un peu et j'ai vu que ça faisait 5000 terrains de foot. Et donc j'étais là, bon, ça ne m'avance pas beaucoup. Et puis je suis tombé sur un article des Échos qui faisait état en fait du patrimoine immobilier détenu par l'État français. Et en fait, ça représente 40% de ce que détient l'État français en immobilier. Ouais.
Et dans le cas de EQT, tu parlais de logistique. C'est uniquement la logistique ou est-ce qu'ils diversifient en mettant du résidentiel, de l'hôtelier, etc. Non, ils ont vraiment des fonds. Alors c'est les seuls aujourd'hui avec lesquels on travaille qui ont des fonds spécialisés sur un sous-jacent. Okay. On va avoir des BlackRock, des Ares, des Carlyle qui vont diversifier avec la logistique, évidemment, puisque la logistique, c'est la classe d'actifs dans l'immobilier qui a été la plus résiliente. En 2023, on a eu une augmentation des prix de 7%, là où le marché était en train de chuter de manière assez drastique. Et il y a un taux de vacances locatives en Europe, tout gérant fonds confondus, qui est de 4%. Pourquoi ? Parce qu'on a ce qu'on appelle la ZAN, ou la zéro artificialisation nette, qui en fait va limiter l'expansion, la création de nouveaux entrepôts. Donc on a une offre qui va être fortement limitée, et en contrepartie on a une demande qui elle reste soutenue malgré ce qu'on peut voir en Europe avec un ralentissement du marché. La demande elle reste soutenue et elle a cru ces dernières années, et donc en fait on a une demande qui augmente avec une offre qui reste constante, et donc grosso modo des prix qui sont en pleine expansion. Et juste pour revenir rapidement sur EQT, parce que c'est quand même assez impressionnant. Ils gèrent 1600 locataires. Alors moi je suis content, hein, j'ai pas mal investi dans l'immobilier, j'ai quelques dizaines d'appartes. Bon, on est pas du tout, on est à des années-lumière de ça, hein. 1600 locataires, 1500 locaux. Et ils ont des contrats monde avec des acteurs comme Amazon, DHL, Nike, UPS. Donc quand Amazon va ouvrir un nouvel entrepôt, ils vont contacter EQT, qui détient toute la chaîne de valeur et qui va être en mesure de pouvoir en fait tout monter de A à Z pour un Amazon. Et là, j'en ai nommé que 4-5. Hein. J'avais pas ça en tête du tout. C'est hyper intéressant. C'est impressionnant, vraiment, ce qu'ils font. Je peux peut-être, si on rentre un peu dans le détail, EQT, là, le fonds sur lequel on s'est positionné, c'est un fonds Core Plus. Okay, un fonds Core Plus, c'est-à-dire ils investissent dans des emplacements prime, 90-95% déjà loués, généralement loués à des entreprises de bonne qualité. Ouais. Ils sont sur un TRI net, donc tous sont grosso modo entre 10 et 15% de TRI net estimés. Mm-hmm. C'est généralement des TRI qui sont conservateurs, déjà de base, puisque tous ces fonds-là sont dans une optique de under promise, over deliver. On essaye d'être vraiment conservateur pour pouvoir apporter des bonnes nouvelles aux clients, ainsi. Et si jamais il y a un retournement de marché, de ne pas, de pouvoir en fait maîtriser un peu ce delta. Mm-hmm. Et aussi, c'est des TRI qui ne tiennent pas compte de la reprise du marché immobilier, parce que ça, c'est un point très important à prendre en compte. C'est qu'aujourd'hui, on est sur un marché immobilier qui sort de 2-3 ans de crise, où les prix ont fortement baissé. Il y a de très très belles opportunités sur le marché pour racheter à bas coût à des vendeurs, des fonds, des foncières en détresse financière qui ont besoin de revendre leurs meilleurs actifs. Donc il y a des coûts à faire. Le marché aujourd'hui on a, je pense, atteint un plateau grosso modo bas avec un point d'inflexion à la hausse. Est-ce que c'est maintenant, dans 6 mois, dans 1 an, j'en sais rien. Mais grosso modo, on y est en fait. Là-dessus. Et nous, notre objectif, c'est de pouvoir lisser ça en investissant sur des fonds lancés en 2024, 2025, 2026 et qui vont pouvoir bénéficier de cette reprise du marché immobilier. Et donc de la baisse des taux, des refinancements à bas coût, donc des potentiels de plus-value plus intéressants. Pour revenir à EQT, donc ils ont lancé ce fonds Core Plus qui distribue en plus entre 6 et 6,5 dès la 2e année de manière trimestrielle. Okay. Donc voilà, et qui offre un TRI deux fois et demi supérieur à cela. Ils ont acheté, par exemple, une de leurs dernières acquisitions, ils ont acheté un entrepôt de logistique près de Lyon, donc très bien placé au centre de la France. Il est loué au leader de la bureautique en France et dessert 60 000 clients français et puis limitrophes, Italie, Suisse. Et ils l'ont acheté 15% en dessous du prix. Pourquoi ? Parce que le vendeur était pressé. Donc c'est du off-market comme la majorité des acquisitions. Je me doute, ouais. Et 2, donc le vendeur était pressé. Et 2, en fait, le bien était loué 20% en dessous de sa valeur de marché. Donc ils vont créer de la valeur à tout moment, même si on est sur du Core Plus. Ensuite, ils vont retravailler le locataire. Donc le locataire, dans 5 ans, son bail arrive à expiration, donc ils vont pouvoir augmenter le bail de 20% minimum. Enfin, voilà. Ils ont retravaillé l'ensemble de la toiture pour créer des panneaux photovoltaïques, donc rendre
l'acquisition donc ESG compatible, puisqu'ils sont tous article 8 SFDR, donc ils respectent les critères les plus élevés en termes de ESG. Et donc derrière aussi avoir un leverage supplémentaire pour pouvoir revaloriser davantage le loyer, puisqu'il y a une baisse des coûts d'énergie. Ensuite, ils vont travailler le local. Donc on était sur un entrepôt de 28 000 mètres carrés, ils l'ont augmenté de 6 000 mètres carrés, ce qui est considérable, et qu'ils vont pouvoir louer au prix fort, et donc augmenter leur surface locative. Et enfin, c'est incroyable ça. Toute la chaîne mais c'est absolument dingue. Et ce qui est plus beau, c'est la fin en fait. Vas-y. Comment ils revendent, et ils font ça systématiquement. Ils ont quelques clients, quelques partenaires instit, donc des énormes fonds de pension ou autres. Et en fait, ils vont regrouper tous ces portefeuilles un peu diffus, 50 millions par-ci, 30, 70, 20. Ils les regroupent dans un portefeuille qui fait 1,5, 2 milliards. Et ils vont revendre ça à un instit, une caisse de retraite par exemple aux États-Unis, qui a 100 milliards à placer, qui ne sait pas quoi en faire, et qui sera très content d'aller mettre 1 ou 2 milliards et racheter un portefeuille de logistique prime à EQT, avec un cap rate à 4 ou à 5, alors que leur rentabilité locative, elle va être plutôt à 10, 11, 12. Et donc derrière, ils vont pouvoir automatiquement créer ce leverage et pouvoir être sur des rendements de chiffres et plutôt autour des 20%. C'est absolument incroyable. Comment ils entendent parler de ces opportunités d'Invest ? Là, tu parles d'un local à Lyon. Ils ont pas des équipes, ils ont des équipes à Paris. Ah, si. Ah oui. Attends. Alors, c'est ça qui est absolument dingue. Régional également ? Non. C'est des équipes locales. En fait, il y a une tagline de EQT. C'est marrant que tu en parles. C'est Locals with Locals. Ils ont dans chaque région, dans chaque emplacement sur lequel ils sont positionnés, des gens locaux qui sont embauchés. Ils ont entre 400 et 500 personnes sur le marché européen seulement. Okay. Et donc, c'est des gens qui sont bien positionnés au cœur des régions, qui ont leur réseau et qui vont du coup pouvoir développer ça de cette manière. Ouais. Et c'est comme ça en fait qu'on arrive à avoir une diversification sur le marché géographique européen. Ouais, mais alors tu vas avoir des EQT ou équivalents dans le tier 1, tu vas vraiment retrouver qu'une petite poignée d'acteurs. Je pense qu'il y a une concentration beaucoup plus forte que sur d'autres marchés dans les actifs privés, non ? Après, j'ai peut-être complètement. C'est une très bonne remarque, et alors tu as en partie tort, et parce que c'est justement intéressant en fait de voir qu'il y a une complémentarité, en tout cas dans ceux que nous on sélectionne, il y a une complémentarité à plusieurs niveaux, donc au niveau géographique, au niveau de la stratégie, si on est sur du corpus value add ou opportuniste, au niveau des classes d'actifs, évidemment on en a parlé, mais aussi au niveau de la stratégie d'acquisition. Je vais donner un exemple. Tu vas avoir par exemple un acteur comme Ares. Ares, dans l'immobilier, il pèse 40 milliards. Généralement, c'est des experts de la dette privée. C'est les experts mondiaux numéro 1 de la dette privée. Sur l'immobilier, il pèse 40 milliards. Et sur un fonds de 2 milliards, ils vont réaliser une dizaine d'opérations tout au plus. Donc, c'est des opérations à 100 millions et plus. Leur dernière acquisition à Ares, c'était un portefeuille d'hôtels à Londres et à côté de Londres pour un demi-milliard. Il n'y a pas deux acteurs au monde qui sont capables de débourser un demi-milliard sur de l'hôtellerie en one shot. Donc ce que Ares va faire, c'est l'opposé un peu des autres, achète en bulk des gros portefeuilles, les rénove et les revend à la découpe. De l'autre côté du spectre, tu vas avoir un Carlyle qui va se positionner sur des biens entre 5 et 20 millions. Donc on est vraiment sur du portefeuille très diffus, parce qu'ils ont cette expertise, ils ont ce réseau et cette capacité à aller sur des petites acquisitions. Pour nous, ça paraît beaucoup, 5-20 millions évidemment, mais pour eux, voilà, ça peut être des petites acquisitions sur un portefeuille d'1 milliard ou 1,5 milliard, et ils le font. Et donc, ce qui fait que ces acteurs ne se marchent jamais dessus puisqu'ils ont leur propre réseau, et même s'ils reviennent à peu près dans les mêmes régions au niveau européen, qui sont les pays nordiques, le UK, la France, l'Allemagne, l'Espagne, les Pays-Bas, un peu l'Irlande, en fait, ils arrivent en fait à se répartir ce marché-là. Mais du coup, les meilleures acquisitions, les meilleures opportunités, c'est eux qui les ont. Le meilleur savoir-faire, c'est eux qui l'ont. Et donc, quand on compare ce type de gérant à des gérants français qui sont très bons, qui font du travail et qui font du bon travail, on a quand même une classe d'écart. Ouais. Et en termes géographiques, donc tu as mentionné quand même beaucoup les US et l'Europe. Est-ce qu'il y a d'autres régions qui se développent fortement ? J'imagine que oui. Alors oui. Mais il y a un petit bémol à ça. Donc aujourd'hui, les fonds qu'on a sélectionnés, c'est des fonds uniquement européens.
Ouais. Pourquoi? Parce que le marché européen de l'immobilier est sous-coté par rapport aux autres régions. C'est-à-dire qu'il y a des opportunités beaucoup plus intéressantes aujourd'hui en Europe, et à mon avis, on a une fenêtre d'opportunité qui est sur 12-18 mois. Donc on met le paquet sur l'Europe aujourd'hui, mais les US est un marché intéressant. On a des marchés émergents sur lesquels nous on se positionne pas encore aujourd'hui. Mais par exemple BlackRock a un fonds immobilier sur marché asiatique émergent. Pour l'instant, on n'a pas souhaité se positionner dessus. On ne maîtrise pas très bien aussi ce marché-là, donc le temps pour nous aussi de nous mettre en phase avec tous ces éléments-là. Mais il y a des marchés, et ça va se développer davantage. Et juste une petite parenthèse. C'est important aussi de noter que au sein de l'équipe d'Openstone, on a un Chief Investment Officer, un CIO, qui s'appelle Patrick Jeanvrin, qui est l'ancien patron de UBS Asset Management et avec une expertise, avec 35 ans d'expérience dans l'immobilier. Okay. Donc, il vient aussi apporter un peu ces cheveux gris et cette réassurance, et puis avec le choix des partenaires, des fonds, l'allocation de notre fonds Openstone Prime, il participe beaucoup là-dessus. Il aime pas que je dise qu'il a. Pardon? J'ai dû le rencontrer quand j'étais chez UBS. J'y pensais parce qu'en fait, quand tu m'en parlais, je repensais à toutes les prêts que je faisais avec les clients. Et sur ces sujets de private assets, où tu avais clairement un très, très gros play sur le private equity et un peu infra et IMO, mais en complément dans une logique core satellite approach. Hein. C'était comme ça qu'on le vendait à l'époque à nos clients. Et je pense que c'est toujours un peu pareil. Ça reste une sous-classe d'actifs en termes de pondération dans les portefeuilles. Alors, elle est moins connue, en tout cas, la partie IMO est moins connue aujourd'hui du grand public. Enfin, du grand public, quand je parle du grand public, c'est aussi les partenaires financiers. Tout simplement parce que on n'a pas d'autres acteurs à part Openstone aujourd'hui qui le fait. Alors je pense qu'il y en aura qui le feront courant 2025, qui se mettront sur ce marché-là courant 2025. Quelques plateformes que tu as certainement déjà rencontrées ont démocratisé le private equity au sens large, hein, avec le capital investissement, buyout and co. On est aussi là pour pouvoir un peu démocratiser ou faire connaître cette nouvelle classe d'actifs auprès de ses partenaires. C'est un peu de travail, mais on a une très très bonne, des très très bons retours de toutes les personnes qu'on rencontre. Ils sont très bullish puisqu'on est sur un très très bon market timing. On a les meilleurs acteurs. On est sur une solution qui n'existe pas aujourd'hui, qui n'a pas d'équivalent. Et donc du coup, il y a un vrai intérêt et un avantage compétitif qu'on a. C'était quoi le déclencheur, parce que t'étais pas sur ce sujet-là du tout. Est-ce que ça a été une discussion que tu as eue avec quelqu'un? Pourquoi tu as eu cette idée-là? Ou est-ce que tu as rencontré un gérant et tu t'es dit waouh, c'est une classe d'actifs que je connais pas, je kiffe? C'est un peu des deux. Alors, en lançant Livret-P, on avait toujours prévu de faire Openstone à la base, mais avec un timing un peu décalé. Le retournement du marché de l'immobilier et puis le retournement de marché de manière globale nous a fait un peu avancer un peu notre roadmap. Et initialement, pour tout te dire, on avait créé Openstone en plateforme B2C pour rendre l'immobilier au sens large accessible. Donc des fonds un peu de private equity français. On a travaillé d'ailleurs avec Pierre Premier Gestion PPG, donc sur leur fonds Burger King, qui est un très bon fonds, qui a une performance de 12-13%, et qui investit dans les Burger King en France. Donc c'est un super projet qu'on était très content d'avoir sur notre plateforme, et on était les seuls à le distribuer à l'époque. On a donné accès à certains club deals intéressants. Donc on faisait ça auprès de notre communauté. Et très rapidement, on a vu qu'on avait la possibilité, puisque dans notre réseau personnel, on a étudié, travaillé avec certains de ces gérants, et puis certains de ces gérants ont aussi investi au capital de notre société. Ce qui a fait que l'opportunité est arrivée par là. Et donc, on a commencé à discuter avec eux il y a à peu près 1 an, même un peu plus d'1 an, les premières discussions. Et donc, autant te dire que ces gérants nous ont fait confiance, alors que la plateforme était loin d'être prête. Et que derrière, on a du coup retransformé notre plateforme Openstone pour la rendre accessible à des partenaires intermédiaires qui, in fine, vont donner accès à ces produits à leurs clients. Ouais. Donc du coup, en termes de structuration, tu recrées un fonds à chaque fois que tu fais investir tes clients. Comment ça se passe? Alors, on va donner accès à ces produits-là de 2 manières différentes. Principalement, on a lancé notre fonds de fonds Openstone Prime.
C'est Ok. un fonds de fonds evergreen, donc qui investit de manière continue dans ses sous-jacents. Et semi-liquide, donc qui offre de la liquidité à partir de la 3e année avec 5% de décote, et à partir de la 5e année, sans décote. Ok. L'objectif, en fait, est pour nous de pouvoir avoir une diversification maximale sur des produits qui sont plutôt complémentaires entre eux, donc on en a parlé, où les gérants ne se marchent pas sur les pattes, justement. D'être sur des rendements à 2 chiffres, systématiquement. On n'a pas parlé du niveau de risque, hein, mais en investissant sur chacun de ces fonds, on est sur un niveau de risque SRI 3 ou 4, donc qui est beaucoup plus bas que des fonds de private equity plus standards qui sont plutôt sur du 6, voire du 7 dans certains cas. Et le fonds OpenStone Prime, lui, est sur du SRI 4. Donc ça, c'est déjà un point qui est important à noter. Donc l'objectif est de pouvoir en fait investir là-dedans avec une partie de liquidité. Donc on peut sortir à tout moment à partir de la 3e ou 5e année. Quand je dis tout moment, on a une fenêtre de liquidité qui est annuelle. Donc tous les ans, on peut sortir et faire sa demande, même si l'horizon d'investissement reste du 8-10 ans. Je parlerai tout à l'heure de la partie liquidité parce que je pense que c'est intéressant aussi de voir comment nous on va chercher à optimiser cette liquidité. Ouais. Puisque généralement dans un fonds evergreen, c'est la tranche liquide qui va venir gréver la performance du fonds, puisqu'on a une tranche qui ne va pas être investie de la même manière. Ouais. En fait, nous, ce qu'on a... Je fais juste une petite parenthèse, parce que j'avais fait un épisode avec Olivier Mathieu il y a quelques années que je trouve hyper quali, et on avait fait, je pense, 2/3 de la discussion sur le fonds Evergreen, et justement toutes les logiques de liquidité, l'impact sur les perfs, etc. Je ferme la parenthèse. Vas-y, Ok. je te laisse poursuivre. Ben, alors ça sera très rapide et on va pas faire les 2/3 d'épisode là-dessus. Donc, ce qu'on a fait en fait sur les 15%, il y a 5% qui sont investis sur des fonds monétaires compte à terme, donc qui seront sur des performances à 3% et moins. Et les 10% restants, on va les investir dans notre fonds de fonds OpenStone Yield qu'on lance officiellement courant janvier. Okay. OpenStone Yield, sur le même principe qu'OpenStone Prime, on va investir dans les plus grands gérants de dette privée. Donc, des acteurs comme Ares, qui est le leader de la dette privée, Carlyle, dont on a parlé, mais aussi Goldman Sachs, qui est l'un des seuls à se targuer de n'avoir jamais eu de défaut sur aucun de leurs fonds de dette privée, et LGT, le fonds du Liechtenstein. Okay. Et donc, l'objectif, en fait, c'est un fonds qui est relativement liquide, puisqu'il offre de la liquidité dès la première année. C'est un fonds qui capitalise ou distribue. On est entre 8 et 10%, grosso modo. Qui est très compétitif sur ce marché-là et qui va nous permettre en fait de placer les 10% du fonds Prime dessus, qui va agir en termes de liquidité et qui nous permettra d'aller ponctionner dessus quand on aura besoin pour rembourser les éventuelles sorties. Ouais, hyper intéressant. Alors, j'avais parlé avec Frédéric Stollard, qui est l'un des fondateurs d'Altarock, que tu connais peut-être. C'était mon premier sujet sur la démocratisation des private assets, avec un focus PI. Et ce que lui nous disait, c'est qu'il y avait eu un énorme travail de son côté et du côté de ses équipes d'aller évangéliser le marché, alors des intermédiaires, puisque c'est du B2B2C, hein, Altarock. Toi, ton son de cloche par rapport à la maturité du marché, donc intermédiaire, ou même le niveau de connaissance des clients in fine investisseurs, il est comment sur cette classe d'actifs? C'est une bonne remarque et effectivement, Altarock a fait beaucoup de travail sur l'évangélisation du private equity, puisque je pense qu'avant, ils se sont lancés en 2021, 2022. Avant qu'ils se lancent, en fait, c'était une classe d'actifs qui était très très peu répandue en France. Donc quand je vais aller voir aujourd'hui les grands acteurs, les family office ou les banques privées, elles ont du private equity. Alors pas forcément de l'Altarock, puisque Altarock ils sont beaucoup adressés au CGP. CGP, ouais. Et moins aux grands acteurs de la distrib. Nous, on a une stratégie qui est un peu... C'est plutôt les banques auxquelles tu te réfères, c'est plus du fonds de fonds, non? Oui, de toute façon, nous, les banques, ça sera du fonds de fonds et la majorité des acteurs préfèrent nous solliciter pour OpenStone Prime parce qu'ils voient la valeur derrière et la maîtrise du risque. On a la possibilité de créer aussi des feeders ou des fonds type feeder qui vont permettre aussi de pouvoir sélectionner une stratégie sur de la logistique avec EQT ou du diversifié parce qu'on aime BlackRock, le nom, etc. Voilà, chacun. Donc on est capable de le faire aussi nous de notre côté. Mais donc on le voit auprès des partenaires, ils travaillent déjà avec des fonds avec des fonds de PE pour leurs clients. Sauf que leurs clients n'ont pas d'immobilier. Grosso modo, l'immobilier qu'ils ont, c'est de l'immobilier en direct.
On parle des bonnes fortunes. Pour certains, des SCPI, mais c'est assez rare de le voir avec les grands acteurs. Et donc nous, on va venir vraiment se positionner entre de l'immobilier et du private equity, là où il y a un vide. Et donc c'est là où et ça crée systématiquement de l'intérêt. Et puis forcément, on arrive avec des grands acteurs, des rendements et un track record surtout qui est assez important. Et donc on arrive de cette manière-là à sortir du lot et à intéresser beaucoup ces family office, beaucoup les gros CGP. Et puis bon, on verra dans un second temps aussi pour aller voir un peu les réseaux de distribution. Mais généralement, et c'est ce que Altaroc a fait, ils ont une structure de frais qui est quand même relativement importante pour pouvoir répondre aux besoins des CGP. Et en fait, ça va venir gréver la performance globale. Alors, je ne dis pas que c'est pas bien ce qu'ils font. Hein. C'est vraiment deux stratégies différentes. On avait fait un sujet sur les fees avec Estelle Dolin et Jacques Hitin sur un épisode Private Corner où on s'était carrément focusé là-dessus, sur la structuration et l'impact des frais. Ouais. Et donc, d'une certaine manière, vu que tu parles de Private Corner, si on devait se rapprocher d'un acteur en termes de fees, je pense que ce serait plus eux, puisqu'on va être vraiment sur une structuration de fees très limitée. La différence avec Private Corner, c'est que eux, grosso modo, ont tendance à surtout faire des feeders. Exact. Soit ils le font à la demande d'un partenaire, soit ils le font parce qu'il y a de la demande. Donc ils ont commencé à la demande d'un partenaire et puis ils se sont développés pour proposer des feeders à d'autres partenaires. Nous, de notre côté, on a une approche qui est différente, puisque au-delà des feeders, on va aussi créer des fonds de fonds. On va innover, on va créer des produits qui n'existent pas aujourd'hui. Et donc c'est aussi un plus qu'on apporte et qui nous différencie vraiment sur ce marché-là. Alors, tu as mentionné EQT qui était un fonds article 8. EQT, ils sont suédois, donc ils ont quand même un biais fort sur ces sujets ESG. En tout cas, c'est des sujets qui vont les impacter. Quand tu parles de Carlyle, BlackRock, c'est des fonds US où ça devient vraiment absolument plus prioritaire, si ça l'était en tout cas dans le passé. Comment est-ce que vous arrivez à réconcilier les besoins de la clientèle européenne et des distributeurs qui vont vouloir aller sur des produits qui soient plus article 8-9 pour répondre à des besoins des clients versus une offre de fonds qui n'en a pas grand-chose à faire. Donc, comment tu réunis les deux ? Je suis d'accord. Il faut savoir que tous les fonds avec lesquels on travaille sont article 8 SFDR. Tous, sans exception. Réglementairement parlant, ça devient de plus en plus difficile pour ces acteurs de passer outre. Et aussi par rapport aux demandes de certains de leurs investisseurs, puisque il y a une prise de conscience globale qui se fait, et aussi et surtout aussi chez des investisseurs institutionnels qui demandent d'avoir des investissements dans leur portefeuille, des investissements ESG compliant. Il faut savoir que l'immobilier est l'une des sources de gaspillage énergétique les plus importantes. Donc il y a un vrai sujet au niveau des critères ESG spécifiquement sur ce point. Ouais. Donc tous ces gérants ont embauché des équipes de plusieurs dizaines de personnes qui ne s'occupent que de l'ESG au niveau européen. Donc sur 450 personnes, par exemple d'un BlackRock ou d'un EQT sur le marché européen, on va avoir un pourcentage non négligeable qui ne s'occupe que de la partie ESG. Et c'est obligatoire, et je vais donner l'exemple d'EQT tout à l'heure avec l'entrepôt à Lyon, systématiquement de retravailler leurs biens dans ce sens-là. Ouais. Petit exemple, par exemple, BlackRock, leur dernière acquisition sur leur fonds, c'est une transformation d'une tour à Madrid, dans le quartier de Salamanque, qui représente à peu près l'équivalent du 16e parisien, une tour de bureau qu'ils ont rachetée, transformée complètement. Ils sont en train de la transformer complètement en résidentiel, avec 150 appartements de très très haut standing tout au haut de la tour et 450 chambres étudiants. Et leur objectif, c'est d'en faire un des endroits clés de Madrid, avec une transformation globale de l'environnement à l'intérieur et autour, avec beaucoup de green, et vraiment le transformer de cette manière-là. Et donc ce sont des critères qui ont été pris en compte dès le départ et qui sont systématiquement tenus dans leurs investissements.
Alors, tu décrivais tout à l'heure les rencontres qui ont, je dirais, déclenché la création de cette boîte. Comment est-ce que vous avez été amené à financer en fait le lancement pour recruter justement le CIO d'UBS, qui est quand même une très bonne prise de guerre pour vous. Comment est-ce que tu vas les, voilà, déjà financer et deux attirer ces profils très très haut niveau, très techniques pour renforcer ta crédibilité et pouvoir bien dérouler au niveau opérationnel? Très bonne question. Il faut savoir qu'aujourd'hui on a une dizaine de personnes en interne et on a aussi des gens autour qui nous aident, nous ouvrent des portes. Les gens en interne qu'on a recrutés viennent du private equity, de l'immobilier, des fonds, etc. Donc ils ont une vraie expérience, expertise là-dedans. Avec Yazid, quand on s'est lancé, on est tous les deux entrepreneurs, on a tous les deux monté des boîtes, on a tous les deux vendu des boîtes. On s'est pas trop mal débrouillé, donc on a beaucoup investi de notre poche au démarrage. Ensuite, on a également eu la chance d'être accompagné par des investisseurs business angels qui viennent du monde de la finance. On a notamment un des premiers à nous avoir fait confiance. Et c'était avant même la sortie d'OpenStone, puisque OpenStone et LivreP sont détenus par la même holding. Et donc, en fait, on a lancé initialement LivreP puis OpenStone, mais en gros, ils sont détenus par la même holding. Et on a notamment Vincent Taupin, qui est le fondateur de Boursorama et l'ancien PDG d'Edmond Rothschild, qui est l'un des early investors dans la boîte. Je pense aussi à des gens comme Agnès Bagne, qui est la directrice banque privée de la BNP, Isabelle Foy, qui travaille dans ce secteur-là depuis 20-25 ans et qui nous ouvre beaucoup de portes. On a un des managing directors M&A de JP Morgan, le deputy CIO de Neuflize. Voilà, pas mal de monde qui sont venus, qui nous ont fait confiance, qui viennent de mon réseau ou de celui de Yazid aussi, et qui nous ont accompagnés. Et là, on va, courant janvier, je pense, ou février, annoncer aussi la levée de fonds avec un fonds de private equity immobilier britannique qui a un intérêt stratégique aussi de nous accompagner. Formidable. Vos prochaines étapes, si tu pouvais nous donner un aperçu de notamment dans la partie de distribution du fonds et de la plateforme. Alors, on a lancé le tout officiellement à Patrimonia, donc fin septembre. Donc à partir d'octobre, on a commencé un peu à se mettre dedans. Aujourd'hui, on a déjà plusieurs dizaines de millions de collectes en quelques mois sur le lancement sur Prime. Notre objectif est de pouvoir vraiment toucher les grands distributeurs ou les grands partenaires, donc family office, banque privée et les gros cabinets de CGP, pouvoir nouer des partenariats avec eux, et ça avance même très vite. Rendre en fait OpenStone, l'objectif c'est vraiment de rendre OpenStone comme un incontournable d'une allocation patrimoniale, puisque au final les SCPI, bon, moi personnellement j'ai jamais aimé les SCPI, j'ai jamais investi dedans, et mes 5, 6, 10% de frais je préfère me les garder et investir ailleurs avec. Donc on vient en complément ou en remplacement des SCPI aussi pour certains. Pour d'autres, on est sur du private equity moins risqué que le private equity habituel, tout en n'étant pas moins intéressant en termes de rentabilité. Donc l'objectif c'est fin d'année 2025 déjà d'avoir dépassé les 100 millions de collectes et de s'établir en tant qu'acteur qui compte sur le marché, avec une réelle expertise sur la partie IMO, et puis développer de nouvelles classes d'actifs comme celle de la dette privée qu'on a lancée là avec OpenStone Yield, qui initialement est plus une question d'opportunisme pour pouvoir créer de la liquidité sur Prime, mais j'ai déjà beaucoup d'engagement avant même le lancement du fonds, avec beaucoup d'intérêt, en tout cas de marque d'intérêt avant même le lancement du fonds. Donc voilà, l'idée c'est de continuer un peu sur cette lancée et on commence à se faire connaître puisqu'on a des très gros acteurs de l'immobilier, certains que je ne mentionnerai pas, qui m'ont contacté en me disant on n'entend plus parler que d'OpenStone, pourquoi vous nous avez pas contacté pour qu'on travaille ensemble, pourquoi vous voulez pas distribuer nos fonds. Donc on est en discussion aussi avec d'autres. C'est quoi l'intérêt pour eux, juste pour terminer sur cette question-là, l'intérêt pour ces fonds qui ont, tu parlais de fonds tier 1 qui sont oversubscribed, qu'est-ce que ça représente pour eux, ce marché retail tout petit? C'est une très bonne question. Alors, je vais commencer par répondre à qu'est-ce que ça représente et pourquoi nous, au final, parce que c'est la question que j'ai systématiquement à chaque rendez-vous. On est les seuls, mais pourquoi ils travaillent avec nous? Pourquoi pas avec d'autres plateformes déjà établies? Pourquoi, voilà. Donc, déjà, sur cette partie-là, nous, comme je l'ai dit, on les connaît, on a étudié avec eux, travaillé avec eux, ils ont investi au capital. On est sympa. Donc, ça joue aussi un petit peu. Voilà, ils viennent aussi parce qu'on a une bonne relation intuitive personnelle. On a une culture anglo-saxonne du travail. Et ça joue énormément. Il y a un de ces acteurs-là qui m'a dit,
j'étais d'ailleurs très étonné puisqu'ils ont déjà eu des discussions avec d'autres plateformes que tu as pu mentionner et où ça n'est pas allé au bout puisque culturellement en fait ça calait pas en termes de compréhension, enfin voilà, puisque tout est en anglais aussi, donc nous derrière on a les compétences et les ressources pour pouvoir réellement traduire et rendre ça accessible à nos partenaires français. Donc il y a tout un travail qui est fait derrière. Et la raison pour laquelle ces fonds-là commencent à se lancer sur le marché du retail, alors Blackstone est l'un des premiers à l'avoir fait. Et sur l'immobilier, ils ont leur fonds Bepimo qui est accessible à partir de 100 000 euros, qui est un fonds evergreen qui a eu quelques difficultés ces dernières années, mais qui est en train de repartir là aujourd'hui. Blackstone, pour se lancer sur le marché du retail, a embauché plusieurs centaines de personnes rien que sur le marché européen. Pour ça, c'est un gros investissement. Culturellement, techniquement, en termes de ressources humaines, ces gérants ne sont pas câblés pour le faire. Et là, je ne parle même pas des petites boutiques que j'ai mentionnées au début. Je te parle de ces grands gérants-là. C'est un autre monde, aller s'adresser à du retail qui va mettre 100 000 euros alors que moi, mon client moyen met 80 ou 100 millions. C'est autre chose. Mmh. Donc, ils ont cet intérêt d'aller travailler avec des acteurs comme nous, de nous faire confiance, pour qu'on puisse, en fait, s'occuper de toute la partie retail et que, en fait, ait un seul interlocuteur qui est OpenStone. Ouais, c'est intéressant. Et donc, c'est ce qui leur permet, en fait, de limiter le risque. Blackstone, ça fait 1 an et demi. D'ailleurs, je lance l'appel à des auditeurs. Ça fait 1 an et demi que je suis en discussion avec eux pour justement parler de ce sujet-là. J'aimerais bien creuser ce sujet de démocratisation et c'est en effet un des précurseurs, en tout cas pour la. Ils l'ont bien fait. Ils ont collecté des milliards là-dessus. Donc voilà. Donc il y a cette recherche de pouvoir diversifier les sources de revenus, d'investissement, puisqu'au final, aujourd'hui, tu as par exemple le fonds japonais qui a mis 100 millions chez Ares. Si le prochain millésime, ce fonds-là décide de baisser de 10% son allocation, bah c'est 10 millions en moins qu'il faut aller chercher ailleurs. Donc en allant sur du retail, de manière un peu beaucoup plus diffuse, on arrive en fait à limiter ce delta, ces évolutions, et de pouvoir limiter le risque par rapport à tout ça. Hyper intéressant. Merci Nadim, c'était top. Alors, tu sais qu'en mot de la fin, si tu m'as déjà écouté, tu t'en souviens peut-être pas, mais je demande toujours une recommandation d'un ouvrage. Donc, qu'est-ce que tu nous recommanderais pour clôturer la discussion ? Alors j'aime beaucoup lire des biographies, autobiographies de personnes qui peuvent m'inspirer. Donc il y a quelques mois, j'avais lu le livre de l'autobiographie de Trevor Noah, qui s'appelle Born a Crime. Alors généralement, je lis pas forcément des choses en lien avec le business. J'essaye justement de m'ouvrir un peu sur un niveau plutôt plus humain et puis m'imprégner un peu de ce que les gens ont pu vivre. Et Trevor Noah, si tu ne le connais pas ou si les auditeurs le connaissent pas, c'est un comédien qui fait du stand-up, qui était le host du Daily Show aux États-Unis, qui a fait ça 7-8 ans. Okay. Et qui a décidé de quitter ça pour revenir sur du stand-up. Et en fait, qui parle de sa naissance en Afrique du Sud pendant la période d'apartheid, né d'un père blanc, d'une mère noire, et ce qui était interdit. Et donc, en fait, il a dû se cacher pendant des années, puisque, en fait, étant métis, en fait, il représentait un crime. Et bon, il racontait un peu son histoire, qui était très intéressante et passionnante. Et là, en ce moment, je suis en train de lire le pavé de Barack Obama et Promised Land, qui fait 800 pages, donc je suis à la moitié. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est voir un peu l'humilité, son honnêteté, en fait, et sa lucidité sur ce qu'il a vécu, sur les différentes situations, les erreurs qu'il a pu commettre. Et donc, voilà, très inspirant pour moi, et j'arrive à me projeter sur des situations, évidemment, à ma propre échelle, en tant que chef d'entreprise, voilà, sur des choses à faire, à ne pas faire, dans notre relation aux gens, comment on interagit. Donc, voilà. Donc ça, c'est des bouquins que j'ai lu récemment, et sinon il y en a un que j'apprécie particulièrement qui s'appelle La Formule de Dieu, qui a été écrit par Dos Santos. Je sais pas si tu connais. Je ne sais plus si je l'ai lu, mais ça me parle. Alors j'ai dû le lire 2-3 fois, tellement. Enfin, j'ai vraiment aimé ce bouquin. Il est écrit un peu à la Da Vinci Code, donc il prend une histoire de fiction policière, mais basée sur des faits scientifiques, historiques, réels. Et donc ce bouquin, en fait, grosso modo, il parle de physique quantique, et donc il utilise la théorie quantique pour déterminer in fine une hypothèse sur l'existence d'un dieu. D'accord. Donc j'ai trouvé ça vraiment passionnant, vraiment vraiment passionnant. On apprend plein de choses. Et puis après on se dit, en fait, il a peut-être raison.
Bon, écoute, c'était top, Nadim. Merci beaucoup d'avoir attendu parce que ça fait longtemps qu'on se dit qu'on va enregistrer cet épisode. Et je te dis à très bientôt. Merci beaucoup Solène. À très bientôt et merci pour tout. Salut. Salut. Merci d'avoir suivi FinScale. Abonnez-vous à la newsletter sur Substack pour ne rien manquer des dernières innovations. Retrouvez aussi le podcast en audio sur toutes les plateformes d'écoute et en vidéo sur YouTube. À très vite avec Solène Niederkorn.